En tant qu'associée. Ok. Céline a porté la gérante. Quand on a voulu, quand on a décidé de créer cet endroit, on avait plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'était de créer un endroit convivial et un commerce de proximité. Donc on retrouve le goût de l'échange, de sourire aux gens. D'intégrer en fait les salariés au fonctionnement de l'entreprise. Ouais. Et qu'ils aient effectivement une voix dans la prise de décision. C'est vraiment de les impliquer, quoi. De pouvoir l'expliquer très simplement et pouvoir l'écrire sur une feuille de papier, c'était la première étape pour dès qu'on allait voir quelqu'un, et c'était de lui donner un truc, un papier qui expliquait clairement quel était notre projet, nos objectifs, ce qu'on voulait faire. Salut à toutes les deux. Salut. Salut. Merci de nous recevoir aujourd'hui dans les locaux, on va dire, de La Bonne Pioche, dans les coulisses. Les coulisses, voilà. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter, vous, à titre personnel, et ensuite nous présenter La Bonne Pioche? Salut, donc moi c'est Gwen, version courte, donc c'est Gwenaïque. Et je fais partie de l'équipe de La Bonne Pioche depuis maintenant 5 ans. Donc j'ai rejoint Céline, qui avait déjà monté le projet il y a 5 ans. D'accord. Et donc moi je suis Céline, je suis cofondatrice de La Bonne Pioche, créée en septembre 2016. Et donc on a co-créé La Bonne Pioche à deux avec Bertil, qui n'est plus là aujourd'hui, qui a été remplacé assez rapidement par Gwen en 2017. Ok, voilà. Ça marche. Et alors La Bonne Pioche, qu'est-ce que c'est? Pourquoi elle est particulière? De produits locaux. Ouais. Et maximum sans emballage, ou dans des contenants effectivement qui sont consignés ou réutilisables. D'accord. En fait, quand on a voulu, quand on a décidé de créer cet endroit, on avait plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'était de créer un endroit convivial et un commerce de proximité. Donc on retrouve le goût de l'échange, de sourire aux gens, de parler, de discuter. Voilà, ça c'était l'un des objectifs. Le deuxième objectif, c'était de travailler avec des producteurs locaux, parce qu'on se disait qu'on avait la chance d'être dans une région où on était entouré par plein de bonnes choses et que autant en profiter et d'avoir des rapports, de travailler en circuit court avec des gens dans toute transparence et sans intermédiaire. D'accord. Troisième objectif, c'était essayer d'éviter de faire encore plus de déchets, donc de limiter les déchets et aussi le gaspillage alimentaire, parce que ça va aussi avec, et de se dire qu'on pouvait tout simplement se servir des quantités dont on avait besoin dans les contenants qu'on avait déjà à disposition. Et donc voilà, c'était vraiment les objectifs de départ qui sont restés 5 ans et demi plus tard encore. Ok, elle a La Bonne Pioche à 5 ans et demi là. Oui. Elle a 5 ans et demi d'ouverture et 6 ans, un peu plus de 6 ans dans les pensées. Voilà. Et toi Gwen, comment et pourquoi tu as choisi de rejoindre l'équipe? On a une amie en commun avec Céline qui savait que j'étais en réflexion de... J'avais envie de changer mais je savais pas quoi faire. D'accord. Qui m'a dit mais tu sais que Bertil, effectivement la cofondatrice, cherchait à partir, et je m'étais dit pourquoi pas. Puis je m'étais dit non, par rapport au rythme de vie, je venais d'avoir j'ai 2 enfants, que ça allait être trop compliqué, que je pourrais pas m'investir comme le projet, comme je pensais qu'il fallait s'investir dans ce projet là. Et j'ai un peu mis de côté, et puis Delphine qui revient à la charge en me disant mais tu sais que ça a changé, elles alternent les fermetures, parce qu'on avait quand même 70 heures d'ouverture par semaine. Parce que quand t'as rejoint 100 heures d'ouverture, parce que quand t'as rejoint, donc le magasin était déjà ouvert, ça tournait déjà. C'était combien de temps après l'ouverture? C'était 9 mois après l'ouverture. D'accord. Je suis rentrée en juin. Et le temps, effectivement, j'avais 3 mois de préavis. On en a parlé en janvier-février peut-être. Ça a commencé. En tout cas, c'était début d'année pour au final le milieu d'année. Dans le projet, qui est quand même un élément hyper important du projet, c'est qu'on a voulu dès le début créer une SCOP, donc une société coopérative, parce que ça correspondait vraiment aux valeurs globales du projet, qu'on voulait si à terme, parce qu'à ce moment-là c'était ça, on n'imaginait pas
qu'il y ait autant de personnes qui travaillent à la Bonne Pioche. Parce que du coup, vous êtes combien pour revenir là-dessus, à la Bonne Pioche? Maintenant, aujourd'hui, on est 6 associés, salariés. Ok. Et il y a une salariée qui est à temps partiel. D'accord. Donc il y a 6 personnes qui sont... à temps plein. T'as dit associés, salariés? Ouais, salariés associés. Ouais. Ok. Et du coup, c'est quoi cette spécificité de la coopérative? C'est le fait, ce que tu disais, d'intégrer en fait les salariés au fonctionnement de l'entreprise. Ouais. Et qu'ils aient effectivement une voix dans la prise de décision. C'est vraiment de les impliquer, quoi. Ouais. Et c'était important pour vous, ça, de travailler comme ça? Alors pour être tout à fait honnête, c'était important à la base. Et il y avait aussi l'aspect sécurité pour ma part et Bertil aussi. C'est qu'on se disait qu'en créant une scope aussi, on n'avait pas besoin de mettre forcément beaucoup d'apports personnels. Et qu'on était salarié de notre entreprise. Et donc si jamais pour X ou Y raison, on avait envie de quitter la structure ou voilà, on pourrait aussi toucher le chômage. Et ça, c'était un élément aussi important. C'est un des rares statuts en tant que gérant où on peut bénéficier du chômage. Même si par la suite, on a appris que c'était pas si simple. D'accord, c'est intéressant de le dire pourquoi c'est pas si simple du coup. Parce qu'en fait le statut scope est encore pas très bien connu de la part de Pôle emploi, de la part des experts comptables, de la part de... Il y a beaucoup de spécificités liées au scope, notamment en termes de... là on parle de chômage, mais en termes aussi de fiscalité, etc. Donc c'est pas forcément évident d'avoir le bon interlocuteur avec qui discuter. Et dans le cadre du chômage, les gens de Pôle emploi... Pas tous, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas du tout formés à ce type d'emploi et qu'en fait, quand on fait sa demande au chômage, en fait, on n'est pas considéré comme salarié, mais comme employeur. Malgré le fait qu'il y ait le contrat de salarié. Oui, et du coup, il faut se déclarer différemment. Et ça, et après, justifier en fait de beaucoup d'éléments prouvant que on était bien... l'équipe n'est pas seule décisionnaire de nos des éléments. Donc il y a pas mal d'éléments à fournir pour justifier. Mais c'est possible du coup d'avoir le chômage. Oui, c'est possible. Juste pour pas faire peur à tout le monde. Non, c'est complètement possible. C'est juste qu'il faut savoir qu'il y a des choses spécifiques à faire. Et d'autant plus pour le gérant. Ok. Comment vous avez fait du coup pour construire le modèle du commerce ? En fait, on avait la chance déjà d'être pas du tout... La création d'entreprise, c'était quelque chose qu'on connaissait parce qu'au quotidien, dans notre travail, en fait, on connaissait déjà les étapes. On a toutes les étapes de l'étude des marchés au business canvas, au business plan. En fait, c'est des choses que nous, on avait dans notre quotidien. Donc ça, déjà, on va dire la méthodologie, on l'avait. Et après, en fait, on s'est très vite mis d'accord sur ce qu'on voulait exactement. Pour moi, c'était important pour pouvoir parler d'un projet, moi j'ai besoin de pouvoir l'expliquer très simplement et pouvoir l'écrire sur une feuille de papier. C'était la première étape pour dès qu'on allait voir quelqu'un, et c'était de lui donner un truc, un papier qui expliquait clairement quel était notre projet, nos objectifs, ce qu'on voulait faire. Question du magasin, de la boutique, comment ça se gère au quotidien? Gwen, comment ça se passe au quotidien pour vraiment avoir l'intérieur du projet? Comme on disait tout à l'heure, il y a toute la partie mise en place du magasin. Donc on a tous le même rôle, on est tous vendeurs en fait. Donc c'est mettre en rayon les produits, donc remplir les silos, encaisser les clients. Excuse-moi, mais par exemple si tu refais une journée ou une semaine type, même si je sais qu'il n'y a pas beaucoup de semaines type ou de journées type, mais grosso modo, pour avoir quand tu arrives le matin, tu regardes si effectivement dans quel état le magasin. C'est ça. Donc tu remplis le frais en priorité, fromage, fruits et légumes. Après tu regardes s'il y a des silos à remplir, des commandes à préparer éventuellement. Après tu ouvres le magasin, en fait ça va vite parce qu'on arrive entre 7h30 et 8h, donc tu as 1h30 pour faire ça. On ouvre à 9h. Après les premiers clients qui rentrent, donc tu continues, en général on est 2 ou 3. Donc il y en a un qui est à la caisse et l'autre personne qui remplit ou qui reçoit les livraisons ou qui a des livraisons, parce qu'on a quand même on peut dire qu'on est livré tous les jours. On a 2-3 livraisons par jour, parce qu'on a effectivement pas mal de... Je pense qu'on doit être à 190-200 producteurs, fournisseurs, en tout. Donc
Et comment vous faites pour gérer cette relation avec les producteurs, les commandes, etc., gérer les stocks ça paraît beaucoup, autant de fournisseurs. Ouais, après là maintenant on est plus nombreux. Très énergivore aussi, enfin énergivore en termes de temps aussi. Ouais. Oui, c'est sûr que c'est plus simple de passer par une centrale d'achat et de faire ta commande pour la semaine. Ce que vous ne faites pas du coup. Non. Ouais. Ça prend ça prend peut-être plus de temps. Après, c'est aussi ce qu'on a envie de faire. Donc, ouais, ça fait partie du modèle. Ouais, et puis c'est aussi hyper chouette d'avoir des relations avec les producteurs. En fait, en fait, il y a une grosse différence, je pense, entre le début et maintenant, dans le sens où au début tu les connais pas, en fait tu travailles avec eux, donc tu perds du temps parce que tu sais pas comment ils fonctionnent. Souvent quand il y a des personnes qui viennent faire un stage d'observation ou quoi, ils sont hyper étonnés parce qu'en fait avec chacun ils disent tous mais pourquoi vous automatisez pas, pourquoi vous mettez pas tel jour telle livraison ou un même modèle, vous imposez votre modèle et puis voilà, mais en fait dans la réalité ça marche pas du tout comme ça parce que il y a un producteur qui préfère recevoir un SMS, un autre qui préfère avoir un appel, un autre qui préfère avoir un mail avec chaque et ça, partenaire. Et ça il y a que l'historique qui fait que tu sais comment chacun fonctionne en fait. Et ce producteur là qui peut le livrer que tel jour parce qu'après il va faire un marché, qui passe récupérer les fromages, mais c'est aussi ça qui est chouette. C'est ça qui fait l'identité aussi, clairement. Ok. Et pour gérer, pour fixer les prix, etc., comment vous fonctionnez avec les producteurs justement? Bah là c'est pareil, c'est comme disait Céline tout à l'heure, c'est vraiment une relation de confiance. On négocie pas du tout les prix. Ouais. Vous appliquez plus ou moins le prix que le producteur va mettre et vous mettez votre marge, c'est ça? Exactement. Ok. Et puis après, quand on se dit que ça fait un produit vraiment pas accessible pour le client, on préfère être transparent et dire au producteur que c'est pas possible. Dans ces cas-là, on bosse pas avec lui, mais que c'est pas possible chez nous, quoi. Mais après, c'est hyper. Ouais, c'est assez rare. C'est jamais arrivé, je pense. Peut-être une ou deux fois, mais. Sur 190, ça va. Ouais. Ça reste peu. Ok.